Donc, en deux mots, je vous présente Sophie Hélène qui nous a fait vraiment la gentillesse de venir de Londres pour faire ce séminaire. Donc, Sophie a fait sa thèse avec Xavier Nassif et Vladimir Pelitchik sur les piliers de type 4 chez le méningocoque. Donc, c'est une vraie microbiologiste, généticienne et cellulaire. Et puis, elle est partie pour faire un postdoc au début, vers 2008 ou 2007, par là, chez un autre de mes amis. Finalement, j'ai plein d'amis. Ce qui est bien quand on vieillit, c'est qu'on se fait plein d'amis, qui est David Holden, qui est un brillantissime généticien, en particulier de salmonelle, qui est à Imperial College à Londres. Et au fond, sur la base de ce postdoc, Sophie, très vite, a monté un groupe à Imperial College et elle est actuellement ce qu'on appelle senior lecturer. En Angleterre, il y a plein de métiers différents. C'est ce qui fait d'ailleurs la facilité peut-être de travailler comme chercheur en Angleterre, un peu plus que dans certains autres pays. Et deux choses quand même à propos de Sophie, en dehors du travail sur le méningocoque initial. Il y a eu, permettra de choisir des papiers, mais deux qui nous ont, moi-même et beaucoup d'autres, frappés. En 2010, avec David Holden, et peut-être qu'il y aura un petit film qui montrera ça au début, j'imagine, publié ce papier dans PNAS qui montrait vraiment l'analyse de la dynamique de la replication de salmonelle dans un macrophage à l'échelle individuelle de la cellule et à l'échelle individuelle des bactéries, puisqu'elle commençait déjà à avoir des bactéries qui poussaient, d'autres qui ne poussaient pas. Enfin, il y avait quelque chose qui couvait. Et puis en 2014, elle a publié ce papier dans Science, qui était vraiment la concrétisation en fait, de ce processus de persisters, en réalité, qui a vraiment lancé le domaine, je dirais, sur le plan non seulement conceptuel, mais sur le plan de l'approche expérimentale, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas toujours si simple que ça, la façon dont les gens regardent. Donc voilà, donc c'est une merveilleuse histoire et je suis encore une fois très reconnaissant que tu aies accepté de venir nous parler ici au Collège de France. Et je te laisse la place. Alors merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici et de présenter mon travail pour une fois en français. J'espère que ça va bien se passer. Et c'est vraiment fabuleux de présenter après le cours de Philippe parce qu'il a introduit tous les concepts dont vous avez besoin pour comprendre ma présentation. Donc ça va juste être hyper confortable, j'espère. Donc, comme Philippe l'a dit, j'ai mon groupe à l'Imperial College à Londres dans un centre qu'on appelle le MRC Center for Molecular Bacteriology and Infection. C'est la représentation du centre. On le représente comme vraiment une ruche hyper active de scientifiques qui travaillent sur les bactéries pathogènes. C'est vraiment ce qu'on fait là-bas. Et dans mon groupe, on s'intéresse aux persisters. Donc Philippe vous a vraiment déjà donné beaucoup d'introductions sur les infections persistantes et sur les persisters. Je vais juste vous rappeler quelques éléments essentiels pour que vous puissiez suivre toute la présentation qui va suivre. Et donc je vais vous rappeler ce que sont les persisters et les éléments essentiels pour moi qui sont importants pour les persisters. Donc les persisters sont des bactéries qui sont très tolérantes aux antibiotiques et c'est généralement plus d'une classe d'antibiotiques. C'est plusieurs classes d'antibiotiques, et ce ne sont pas des bactéries résistantes. Elles n'ont pas, comme les bactéries résistantes, une modification génétique qui leur permet de pousser en présence d'antibiotiques. C'est une capacité qu'elles ont transitoire de survivre au stress des antibiotiques à cause d'un changement phénotypique, lui-même transitoire. Et c'est le cas en général pour une sous-population au sein d'une population de bactéries qui, elle, est susceptible. Donc la plupart des bactéries sont susceptibles, mais au sein de cette population, quelques bactéries sont capables de survivre transitoirement aux antibiotiques. Et donc pour les bactéries, la meilleure façon de devenir un persisteur, ou de devenir tolérant aux antibiotiques, il y a plusieurs types d'antibiotiques, c'est d'arrêter de pousser, d'arrêter la croissance. Et donc si on représente ici une population clonale de bactéries, qui est hétérogène, puisque la plupart des bactéries vont être capables de se multiplier. Les bactéries qui se multiplient ici sont représentées en vert. Si dans cette population, vous avez une bactérie qui a arrêté sa croissance, représentée en rouge, si on traite cette population avec des antibiotiques bactéricides, les antibiotiques vont préférentiellement tuer les bactéries qui se multiplient. Et cette bactérie qui ne se multiplie pas survit aux antibiotiques, c'est un persisteur. Et donc ces persisters, on pense, sont impliqués dans la persistance des infections bactériennes que Philippe a décrites. Beaucoup d'infections bactériennes
sont persistantes, elles sont difficiles à traiter, elles sont récalcitrantes au traitement antibiotique et elles ont tendance à récidiver. C'est le cas d'infections extrêmement sérieuses comme la tuberculose ou la fièvre typhoïde. C'est aussi le cas d'infections très courantes comme les angines ou les infections urinaires. Cette bactérie persistante, à un moment, va recommencer à pousser, puisque c'était seulement transitoirement qu'elle était arrêtée dans sa croissance. Et si elle recommence à pousser après arrêt du traitement aux antibiotiques, ça va donner naissance à une nouvelle population de bactéries. Et on pense que ça, c'est associé avec la récidive de l'infection. Donc, comme Philippe vous l'a dit, les persisters, ou ce phénomène de persistance a été décrit très très tôt, en 1944, par Joe Bigger, qui travaillait sur staphylocoque. Mais alors bizarrement, enfin pas bizarrement, pendant 60 ans à peu près, rien ne s'est passé en ce qui concerne les persisters, probablement parce que les gens se sont surtout focalisés sur la résistance aux antibiotiques. Et parce que comme la persistance est un phénotype transitoire d'une sous-population bactérienne, finalement ces persisters sont restés assez longtemps élusifs, difficiles à aborder, parce qu'on n'avait pas les techniques pour les observer, pour les traquer, pour les étudier. Et ça a été vrai jusqu'en 2004, quand Nathalie Balaban, pendant son postdoc au Rockefeller Institute à New York, a utilisé une combinaison de microfluidique et de microscopie pour traquer les persisters d'Escherichia coli, qui poussaient dans du milieu riche. Et elle a montré qu'en fait, ces bactéries pouvaient survivre aux antibiotiques parce qu'elles étaient en arrêt de croissance. Et que donc, dans une population bactérienne, il y avait cette sous-population de bactéries qui ne poussaient pas, et que ces bactéries étaient les persisters, c'était celles qui survivaient aux antibiotiques. Donc, depuis sa publication, il y a eu une explosion les dernières années de publications dans les grands journaux où les gens se sont intéressés aux persisters et ont essayé de comprendre comment ils étaient formés, comment ils survivaient, comment ils pouvaient évoluer génétiquement et comment leur présence pouvait mener à l'émergence de la résistance aux antibiotiques. Et donc, ce domaine de recherche est plein de controverses, je pense quand même, pas toujours super bien définies. Les différents concepts sont parfois un petit peu difficiles à séparer. Mais je pense qu'il y a un grand consensus, c'est le fait que les persisters sont des bactéries dormantes et que si on veut se débarrasser de la persistance des infections, il faut qu'on trouve un moyen de tuer les bactéries pendant qu'elles dorment. Et donc, la plupart des travaux sont faits en... Pardon ? J'ai dit le crime parfait. Le crime parfait, oui. On va en reparler justement tout au long de la présentation. Et donc, la plupart des travaux, les équipes se concentrent sur Escherichia coli comme organisme modèle pour étudier les persisters. Quelques groupes étudient les persisters chez des bactéries pathogènes, ici chez Mycobacterium ou chez Staphylococcus. Mais l'ultra-majorité des travaux qui sont faits sur les persisters sont faits sur les bactéries en isolation, sur les bactéries qui poussent dans un tube à essai avec du milieu de laboratoire, pas pendant l'interaction avec l'autre. Donc vraiment, les gens se concentrent sur la capacité de ces bactéries à survivre aux antibiotiques et pas aussi la capacité de ces bactéries à survivre à l'autre, qui est un élément essentiel si on pense que les persisters sont importants pour la persistance des infections. Et donc c'est sur la base de ce constat qu'il y a quelques années, j'ai commencé à étudier les persisters chez une bactérie pathogène pendant son interaction avec l'autre, en se disant que probablement il y avait des choses importantes à comprendre quand on étudiait les persisters dans ce contexte d'infection. Et donc on utilise un modèle d'infection qui est le suivant. J'étudie l'interaction entre salmonelle et les macrophages. Et je vais juste baisser la lumière un petit peu pour que vous puissiez profiter du film. Donc salmonelle est un pathogène intracellulaire, ce que Philippe a introduit précédemment, ce qui veut dire qu'il a la capacité de survivre et de se multiplier dans les cellules de l'hôte. Et parmi toutes les cellules de l'hôte avec lesquelles salmonelle va interagir, une cellule extrêmement importante ou un type de cellule extrêmement important, c'est le macrophage. Et ici, vous pouvez voir sur ce film des salmonelles fluorescentes rouges qui se multiplient dans un macrophage qu'on a mis dans une boîte de pétri. Et donc, c'est ce modèle d'infection que j'utilise, l'interaction entre salmonelle et le macrophage de l'hôte. Le macrophage de l'hôte qui est une cellule potente et qui est là pour tuer normalement le pathogène. Et en étudiant... Je remets la lumière ou ça va comme ça ? Ça va ? En étudiant cette interaction entre salmonelle et le macrophage, on a vu vraiment très vite qu'il y avait quelque chose d'important au sujet de ces persisters. C'est que si on étudie les persisters de salmonelle dans un tube à essai, sans composant de l'hôte, juste en milieu de croissance, on a très peu de persisters. Typiquement, on a un persisteur tous les millions de bactéries. Donc c'est une toute petite population. Mais dès que salmonelle entre en contact avec l'hôte,
la quantité ou la proportion de ces bactéries qui ne se multiplient pas augmente énormément, et cette fois-ci, on parle de 50% de la population qui ne pousse pas. C'est ce que j'ai essayé de représenter ici par une plus grande proportion de bactéries rouges par rapport aux bactéries vertes, les bactéries rouges étant celles qui ne poussent pas. Et donc ces bactéries qui ne poussent pas ont la double capacité que je trouve remarquable de survivre et aux antibiotiques et à tous les mécanismes de défense que l'hôte va monter contre cette bactérie pour essayer de la tuer. Donc ce sont vraiment des persisters. Et ça, on s'en est rendu compte parce que pendant mon postdoc, dans le labo de David Holden, on a développé ces rapporteurs fluorescents qui nous permettent de faire la distinction entre les bactéries qui poussent et les bactéries qui ne poussent pas. Et comme je vous l'ai indiqué sur les dessins que j'ai montrés depuis le début de la présentation, les bactéries qui poussent avec nos rapporteurs sont vertes et les bactéries qui ne poussent pas sont rouges. Et donc vous voyez dans ce macrophage qui est très infecté, avec beaucoup de bactéries, qu'elles peuvent coexister dans la même cellule hôte. Et si on prend cette population hétérogène, qui comprend des bactéries qui poussent, les vertes, et des bactéries qui ne se divisent pas, les rouges, et qu'on traite cette population avec des antibiotiques, ici des pénicillines, vous voyez que les bactéries qui poussent, les bactéries vertes, sont lysées par l'antibiotique. Ce sont les bactéries qui sont vraiment tuées par l'antibiotique. Et les deux bactéries rouges qui ne poussent pas, qui étaient là initialement, sont celles qui sont toujours là à la fin du traitement antibiotique. D'accord ? Donc en utilisant ces rapporteurs fluorescents, on a caractérisé vraiment l'hétérogénéité de cette population intracellulaire de salmonelle dans les macrophages. Et on a pu estimer que du pool initial de bactéries qui rentrent dans les macrophages, c'est en fait une minorité de ces bactéries qui va établir la population qui se divise, la population que je vous ai montrée au début de ce film. Dans ce film, les bactéries qui se multiplient dans l'autre. Une grande quantité de ces bactéries va être tuée par les macrophages. On travaille vraiment avec des macrophages qui sont de bons macrophages, ils font leur boulot, ils tuent pas mal de bactéries. Mais la moitié des bactéries qui rentrent dans les macrophages n'appartiennent à aucune de ces deux catégories et sont ces bactéries qui ne poussent pas. Elles-mêmes sont hétérogènes. Plus on regarde l'hétérogénéité, plus on en trouve de toute façon. Ces bactéries qui ne poussent pas se divisent en deux catégories. Il y a celles qui ont l'air complètement dormantes et donc qui ressemblent aux persisters que tout le monde avait décrits jusque-là en tube à essai, in vitro, des persisters en milieu de laboratoire, des bactéries dormantes qui ont un métabolisme bas et qui ne font rien. Mais la majorité des bactéries qui ne poussent pas dans ces macrophages que l'on observe maintiennent une activité. On sait qu'elles maintiennent une activité parce qu'on peut induire chez ces bactéries l'expression d'une protéine fluorescente. On ajoute l'inducteur, ces bactéries répondent, elles forment une protéine fluorescente. Donc on sait qu'elles peuvent répondre au signal et qu'elles maintiennent un certain niveau d'activité, bien qu'elles ne poussent pas. Et c'est dans cette population de bactéries qui ne poussent pas, mais qui ne sont pas complètement dormantes, qu'on trouve les persisters qui réussissent. Et ce que j'appelle un persisteur qui réussit, c'est une bactérie qui survit aux antibiotiques, qui survit à l'hôte, et on sait vraiment qu'elles ont survécu parce qu'on peut les revoir pousser à un moment. Parce que jusqu'à ce qu'on les revoie pousser, on ne peut pas vraiment savoir si la bactérie va mourir un peu plus tard ou si elle ne va jamais sortir de cet état d'arrêt de croissance. Et donc celles qu'on voit repousser sont celles qui viennent de cette population qui reste relativement active, bien qu'elle ne se divise pas. Et on a des persisters qu'on pourrait appeler, qui réussissent encore mieux. Ce sont ceux qui ont survécu aux antibiotiques, qui ont survécu à l'autre, mais qui à un moment vont pouvoir réétablir une niche de prolifération dans un nouveau macrophage. Et ça nous dit que ces persisters peuvent vraiment représenter un réservoir pour la récidive de l'infection plus tard, puisqu'elles auront survécu aux antibiotiques et à l'autre sans perdre leur capacité de virulence. Et donc ce qu'on a compris il y a quelques années, c'est que quand Salmonelle rentre dans le macrophage et que Salmonelle est présent dans cette vacuole qui s'appelle la Salmonella containing vacuole, qui est la vacuole, le compartiment endosomale dans lequel Salmonella va résider dans les macrophages. Dans ce compartiment, le macrophage va bien sûr essayer de se débarrasser du pathogène et donc va exprimer beaucoup de stress pour la bactérie. Et certains stress sont très importants dans notre cas, notamment la starvation, Philippe, j'ai besoin d'aide, la limitation des nutriments, merci, et l'acidification. Et ces deux stress vont vraiment être essentiels parce qu'ils vont induire chez la bactérie une réponse au stress et ça va activer, par
différentes cascades de signalisation, l'activité de toxines, antitoxines système, dont on va parler plus tard, et la formation de ces bactéries qui ne poussent pas, la formation de ces persisters. L'interaction avec l'hôte stresse la bactérie, ce stress pousse la bactérie à rentrer dans ce mode d'arrêt de croissance. De façon assez intéressante, ces stress sont aussi absolument essentiels pour que Salmonelle commence à exprimer un des deux systèmes de sécrétion de type 3 dont Philippe a parlé, le deuxième, celui qui est actif quand Salmonelle est intracellulaire, qui s'appelle SPY2. Et donc c'est un système de sécrétion, la bactérie injecte dans l'hôte 30 effecteurs différents qu'elle utilise pour manipuler l'hôte, pour le changer et rendre l'hôte un environnement habitable dans lequel elle va pouvoir se multiplier. Donc on a vraiment une réponse bimodale face au même stress auquel les bactéries vont être exposées. Et donc, à la suite de cette publication, c'est là que j'ai commencé à avoir mon groupe. Et dans ce groupe, on étudie 3 questions principales. On est intéressé par tout le cycle de vie des persisters. Et la première question qui nous intéresse, c'est comment les persisters sont formés. Comment ces bactéries arrêtent de pousser et quels sont les mécanismes moléculaires qu'elles utilisent pour arrêter de pousser et pour rentrer dans ce mode de vie différent qui est la survie en arrêt de croissance. C'est la première question. La deuxième question qui nous intéresse, c'est comment ces bactéries vont sortir de cet arrêt de croissance. Comment vont-elles recommencer à pousser à un moment? Parce qu'on peut argumenter qu'un persisteur, c'est seulement intéressant si à un moment il arrive à repousser. Et la dernière question qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe entre l'entrée en persistance et la sortie de persistance? Comment ces bactéries arrivent à survivre dans un environnement extrêmement hostile que représente le macrophage alors qu'elles ne se multiplient pas? Et donc, je vais vous montrer 3 exemples des premières questions qu'on a commencé à apporter, des premières réponses qu'on a commencé à apporter à ces questions. Et donc, on va commencer par comment les bactéries arrêtent de pousser et qu'est-ce qu'elles utilisent pour arrêter de pousser dans cette réponse au stress qu'elles subissent dans l'eau. Et c'est là que je vais vous réintroduire ce que Philippe a présenté avant, qui sont les systèmes toxines-antitoxines. Et donc, les systèmes toxines-antitoxines, il en existe différents types. Ici, on va parler des systèmes toxines-antitoxines de type 2, qui sont des opérons qui contiennent 2 gènes, une toxine et une antitoxine. Et donc, l'antitoxine lie la toxine et par cette liaison inhibe l'activité de la toxine. Donc, quand les bactéries ne sont pas stressées et sont dans des conditions où il n'y a aucun stress, l'antitoxine lie la toxine, les bactéries poussent parfaitement. Quand les bactéries sont stressées, ces éléments que sont les toxines, antitoxines, sont vraiment des éléments de réponse au stress. Quand les bactéries sont stressées, les antitoxines sont dégradées. Ça libère les toxines qui vont être lâchées et interférer avec une activité essentielle pour la croissance des bactéries. Par exemple, la synthèse protéique ou la réplication d'ADN ou la division bactérienne, la division cellulaire. On ne parle pas de toxines qui sont sécrétées, on ne parle pas d'aller tuer son voisin ou intoxiquer une bactérie sœur, on parle vraiment d'intoxication de la bactérie qui produit la toxine. C'est la bactérie qui produit la toxine qui subit les conséquences et les effets de la toxine. Et donc on a retrouvé ces systèmes toxines-antitoxines ont été très tôt associés avec la persistance parce qu'ils ont la remarquable capacité d'induire un arrêt de croissance qui est réversible. Les bactéries peuvent revenir de cette intoxication et recommencer à pousser. Et donc on a retrouvé 14 de ces systèmes dans le génome de notre souche de Salmonella. Et on a trouvé que ces systèmes n'avaient aucune importance quand on regarde le faible niveau de persisters qui sont produits quand Salmonelle pousse sans stress. Il y a très peu de persisters qui sont formés. Je vous ai dit un persisteur tous les millions de bactéries. Et dans ces cas-là, ces systèmes toxines-antitoxines n'ont aucune importance. Par contre, quand on regarde les persisters qui sont formés en réponse au stress, notamment au stress de l'interaction avec l'hôte, c'est là qu'on voit que ces systèmes toxines-antitoxines sont importants. Voilà la liste des 14 systèmes toxines-antitoxines qu'on a retrouvés chez Salmonelle. Et la première barre ici vous montre combien de persisters un Salmonelle wild sauvage va former quand il traverse un macrophage. Et vous voyez, les autres barres vous montrent combien de persisters, chacun des simples mutants des systèmes toxines-antitoxines, combien ils en forment. Et vous voyez qu'on en récupère moins pour chacun de ces mutants. Et donc, depuis, on s'intéresse à comment fonctionnent ces toxines et comment elles amènent les bactéries à arrêter de pousser. C'est une autre façon de représenter le cycle
de vie d'un persisters. Vous voyez les bactéries rouges qui sont formées, de leur formation, quand est-ce qu'elles arrêtent de pousser, et que ces bactéries arrivent à survivre aux antibiotiques, jusqu'à comment ces bactéries vont repousser. Et donc je vais vous montrer ce qu'on a compris sur ces 3 toxines-antitoxines systèmes, qui sont ici appelés 6, 8 et 9, de façon pas très imaginative. Et vous verrez que plus tard, une fois qu'on leur a trouvé une fonction, on leur a trouvé un nom. Et donc, je vais commencer par vous montrer ce qu'on a fait pour 8, et puis 6 et 9 vont arriver plus tard dans l'histoire. La première chose qu'on voulait faire, c'était de vérifier que ces 2 gènes, qu'on avait prédits comme étant des toxines-antitoxines, étaient effectivement des toxines-antitoxines chez la bactérie. Et pour tester ça, on a surexprimé la toxine T8 chez Salmonelle, c'est la courbe rouge, et vous voyez que quand on fait ça, Salmonelle arrête de pousser. Mais si en même temps qu'on surexprime la toxine, on surexprime l'antitoxine, 8, c'est la courbe verte, vous voyez que les bactéries ne sont plus du tout intoxiquées par la toxine. Donc ça fonctionne vraiment comme un système toxine-antitoxine. Quand les bactéries sont intoxiquées et arrêtent de pousser, ce qu'on a pu mesurer, c'est que c'est la synthèse protéique qui est altérée par cette toxine. Cette toxine, le processus chez la bactérie qui est affecté par cette toxine, c'est la synthèse protéique. Cette toxine était prédite comme une acétyltransférase. Donc les acétyltransférases sont des enzymes qui vont lier l'acétyl-CoA et vont prendre de l'acétyl-CoA, une entité acétyle, pour aller la transférer sur une cible, et la cible devient acétyle. Les acétyltransférases existent dans les toxines antitoxines, mais aussi au-delà des toxines antitoxines. Elles sont très répandues dans tous les domaines de vie, et elles ont toutes, dans leur séquence, ce domaine qu'on peut reconnaître qui est le domaine de liaison à l'acétyl-CoA. Et donc, on a pu prédire, designer 2 substitutions d'aminoacides qui étaient prédites comme empêchant l'association avec l'acétyl-CoA ou permettant l'association avec l'acétyl-CoA, mais empêchant le transfert de l'acétyl-CoA à la cible. Et quand on surexprime chacune de ces variantes de la toxine, c'est les 2 courbes qui sont ici, vous voyez que les toxines ne sont plus toxiques. Donc vraiment, cette activité d'acétylation a l'air importante pour la toxicité des toxines. Donc on a tiré parti de ce variant de toxines pour en produire beaucoup, parce que c'est très difficile de produire de grosses quantités d'une protéine très toxique chez les bactéries. Donc on a tiré parti de ce variant non toxique pour en exprimer beaucoup et obtenir sa structure. Voilà la structure de la toxine, elle a cristallisé sous forme de dimère. Vous pouvez voir l'acétyl-CoA qui est associé au site actif. C'est ce variant qui ne peut pas acétyler la cible, donc l'acétyl-CoA reste dans le site actif. Et si on regarde la structure d'un monomère de ce dimère et qu'on superpose sa structure à des structures connues d'acétyltransférases connues, qui ne sont pas des toxines, mais qui sont d'autres acétyltransférases, notre molécule est la molécule grise, et vous pouvez voir que vraiment elle prend la forme normale des acétyltransférases qui ont déjà été décrites, sauf qu'elle a 2 spécificités ici qu'on a entourées. Donc à partir de là, on est parti du principe que oui, notre toxine T8 était une acétyltransférase. Et depuis, on a obtenu la structure de T6 et T9, et elles sont aussi des acétyltransférases. Et la question principale qui nous a occupé un petit moment, c'était de savoir qu'est-ce que ces acétyltransférases acétyles qui bloquent la synthèse protéique et qui mènent à l'arrêt de la croissance des bactéries et donc à la persistance. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est de purifier de la toxine sauvage, donc de la toxine fonctionnelle, de la toxine vraiment active. Et comme je vous ai dit, on savait que le processus qui était affecté par cette toxine chez les bactéries, c'était la synthèse protéique. Et donc on a décidé de tester l'activité de cette toxine fonctionnelle dans le système le plus minimaliste auquel on pouvait penser de synthèse protéique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des cell-free expression assays. C'est toute la machinerie de synthèse protéique d'Escherichia coli dans un tube à essai. Et donc, on peut utiliser la machinerie de traduction d'Escherichia coli dans un tube et avoir une traduction active, une synthèse de protéines active. Et on sait que la synthèse protéique ici est active quand il y a la production de cette protéine contrôle qui est marquée par l'astérix rouge. Et toutes les autres bandes sur le gel sont les composants de la machinerie de traduction d'Escherichia coli. Et vous voyez que quand on ajoute notre toxine sauvage à ce kit, la traduction est bloquée quand on donne à notre toxine de l'acétyl-CoA. Donc, notre toxine, effectivement, bloque la traduction
et la synthèse protéique. Et comme on utilise de l'acétyl-CoA qui est radioactif, on peut suivre et voir que quand la traduction est bloquée, il y a un type de molécule qui est acétylée par la toxine. Et donc là, on s'est dit que c'était super, on avait vraiment mis les mains sur la cible de la toxine, on était extrêmement contents. On a pris tous ces échantillons et on les a envoyés en masse spectrométrie pour faire l'analyse spectrométrie de masse, pardon. Et en fait, les résultats sont revenus très clairs, il n'y avait aucun peptide qui était acétylé de façon différente dans aucun de ces échantillons. Donc là, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on va recommencer. On a recommencé et les résultats sont revenus très clairs et de la même façon, aucun peptide n'était différemment acétylé dans aucune de ces conditions. Donc ça nous a pris quand même quelques semaines, voire quelques mois, jusqu'à ce qu'on se dise que vraiment on était face à un mur, il y avait un problème, il y avait bien quelque chose qui était acétylé, mais aucun peptide n'était identifié. Et c'est là qu'on a réalisé que dans ces gels qu'on utilisait, il n'y avait pas juste des protéines, ce qu'on a l'habitude d'analyser par ces gènes de SDS-PAGE, mais il y avait aussi des ARN de transfert, ce qu'on a pu révéler ensuite avec un Northern blot, spécifiquement. Donc on a refait l'expérience, et cette fois-ci je vous montre aussi les résultats pour les deux autres toxines, T6 et T9. De la même façon, les 3 toxines bloquent la synthèse protéique. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir par accident dans notre échantillon de protéines des ARN de transfert, on les a spécifiquement purifiés de ces différents tubes. Voilà les ARN de transfert. Et vous voyez que ce sont eux qui sont acétylés par la toxine. Et donc les toxines, depuis, on trouve un nom, et elles sont devenues des TACT pour tRNA Acetylating Toxins. Et donc on a fait beaucoup d'autres manips que je vais vous épargner. Et si vous voulez voir ce qu'on a fait, ça a été publié il y a 2 ans et tous les détails sont là. Ce qu'on a fini par comprendre, c'est que ces toxines, ces 3 toxines qui forment des dimères, si vous vous souvenez, dans la structure que je vous ai montrée, je vous ai dit elles ont des éléments qui sont différents des autres acétyltransférases qui avaient été décrits jusque-là, que j'avais encerclés. Ces éléments, en fait, forment des poches chargées positivement à la surface de la toxine, qui permettent à la toxine de s'associer avec les ARN de transfert. Les ARN de transfert sont chargés négativement. Et la toxine va acétyler, pas directement l'ARN de transfert, mais l'acide aminé porté par cet ARN de transfert. Et plus précisément, le groupe amine porté par cet acide aminé sur cet ARN de transfert. Et cette acétylation va bloquer la traduction, puisque j'entends mon téléphone sonner, je suis désolée. Cet ARN de transfert est chargé par un aminoacide, ne peut plus supporter l'élongation, puisque le groupe amine principal est bloqué par le groupe acétyl. Il ne peut pas former de lien peptidique avec l'aminoacide qui avait été incorporé avant dans le peptide naissant. Donc la traduction est bloquée, les bactéries arrêtent de pousser. Et donc c'est un mode qu'utilise Salmonelle pour arrêter de pousser. On était les premiers à décrire ça, on était très contents. Salmonelle n'est pas le seul à utiliser ça et n'est pas la seule espèce bactérienne à utiliser ces toxines et ce mécanisme pour arrêter sa croissance. D'autres groupes ont trouvé la même chose chez Escherichia coli, chez Klebsiella. Et depuis, on a trouvé que ces toxines étaient aussi présentes chez Mycobacterium, chez Shigella, Pseudomonas, Vibrio, Acinetobacter. Je ne peux pas tous les citer. Et ça marche toujours de la même façon. Ça bloque la synthèse protéique en acétylant ces ARN de transfert, les aminoacides sur les ARN de transfert. Ça, c'est quelque chose de très puissant parce que ça bloque très efficacement la traduction, mais en même temps, vous voyez que rien n'a été dégradé. Les ARN de transfert sont toujours là, les aminoacides sont toujours là. Donc, ça donne une idée quand même que c'est efficace pour arrêter la croissance, mais que ce n'est pas irréversible. Et récemment, on a réussi à traquer qu'en fait, ce n'était pas tous les acides aminés et tous les ARN de transfert qui étaient acétylés par ces toxines, mais spécifiquement les glycines. Ça peut avoir des conséquences importantes, dont on peut parler plus tard si ça vous intéresse. Mais on est fasciné par cet aspect et on essaie vraiment de comprendre ce que ça peut vouloir dire, cette spécificité d'action des toxines. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on a fait et de ce qu'on a compris sur comment ces bactéries arrêtent de pousser et des mécanismes moléculaires qu'elles peuvent utiliser pour arrêter leur croissance de façon transitoire. Et justement, l'aspect transitoire étant important, maintenant je vais vous montrer ce qu'on a fait pour essayer de comprendre comment ces bactéries peuvent revenir de cette intoxication. Parce que voilà le cycle de vie d'intoxication avec ces toxines, antitoxines. Ces bactéries ont la dégradation des antitoxines, ça libère les toxines mènent à l'intoxication, les bactéries arrêtent de pousser, elles sont persisters. Maintenant, comment elles reviennent ? Le problème étant que comme la libération des toxines est liée à l'élimination complète des antitoxines dans ces bactéries,
comment est-ce que ces bactéries à un moment peuvent recommencer à pousser. Ce qui était proposé au moment où on a commencé à s'y intéresser, c'était qu'à un moment, le pool d'antitoxines pouvait être resynthétisé par les bactéries. L'antitoxine neutralise la toxine et les bactéries peuvent recommencer à pousser. Sauf que comme on a montré que nos toxines empêchaient la synthèse protéique, ça devenait difficile pour nous de comprendre comment le pool d'antitoxines pouvait être de nouveau synthétisé par ces bactéries en absence de synthèse protéique. En fait, il y a des façons, on peut en parler si vous voulez, on a rencontré des bonnes hypothèses depuis, mais à ce moment-là, on s'est dit que peut-être les bactéries utilisaient quelque chose d'autre qui ne nécessitait pas de nouveau une nouvelle synthèse protéique, quelque chose d'autre qui était déjà présent chez elles pour détoxifier et pour recommencer à pousser. Et c'est ce qu'on a essayé de trouver, et pour trouver ça, on a utilisé un crible de suppression par multicopie suppressor screen, désolé. On a surexprimé toutes les protéines d'Escherichia coli, on a une banque pour ça, une librairie, en même temps qu'on a surexprimé notre toxine. Donc on a cherché des gènes qui, quand on les surexprimait, rendaient nos bactéries immunes à l'activité de notre toxine. Et je sais que vous ne pouvez pas lire cette table, et c'est absolument pas grave, puisque la seule chose qui est importante sur cette diapo, c'est que tous les clones jaunes contenaient tous le même gène, qui protégeait les bactéries de l'intoxication par les toxines. Et ce gène s'appelle la code pour la peptidylthionéhydrolase, dont je ne connais pas le nom en français. Et la peptidylthionéhydrolase est très importante, il s'avère, pendant la traduction, parce que souvent pendant la traduction, les ribosomes s'arrêtent. Pour une raison ou une autre, ils s'arrêtent, et quand ils s'arrêtent, ils ont besoin d'être libérés, sauvés. Parfois ça n'a pas le temps d'arriver. Et en fait, les ribosomes se dissocient. Et tout est dissocié, et donc toutes ces structures-là peuvent être recyclées et rentrer dans un nouveau cycle de traduction, à l'exception de cette molécule-là. Le peptide naissant, toujours attaché sur l'ARN de transfert. Les bactéries ne savent pas quoi faire de ça, la protéine n'est pas finie, l'ARN de transfert est bloqué. Et c'est là que la peptidylthionéhydrolase rentre en jeu. C'est la seule enzyme qui peut hydrolyser le lien ester entre le peptide et l'ARN de transfert. Et ça, c'est tellement important que ce gène est essentiel, on ne peut pas le muter chez aucune espèce bactérienne. C'est une activité essentielle. Donc comment ça explique que les bactéries n'ont plus aucun problème face à l'intoxication avec nos toxines TACT? Je vous rappelle, c'est ce que font nos toxines TACT. Elles acétylent les acides aminés portés par les ARN de transfert, et c'est ce que fait PTH. Rien du tout aux ARN de transfert qui ne sont pas chargés, rien du tout aux ARN de transfert qui sont chargés par un acide aminé, mais ça libère les peptides des ARN de transfert. Et il s'avère que PTH reconnaît nos acides aminés, nos aminoacylthyrénés intoxiqués par notre toxine comme un dipeptidylthyréné, et qu'elle enlève cet aminoacide corrompu de l'ARN de transfert. Et c'est ce qu'on a pu montrer in vitro. Si on a purifié les aminoacylthyrénés de salmonelle, qu'on l'a traité avec nos toxines, TACT1, TACT2, TACT2, TACT3, in vitro, vous voyez qu'il y a eu acétylation de ces ARN de transfert. Et si ensuite on les traite avec du PTH purifié, vous voyez que l'acétylation a été enlevée. Et donc vraiment, on a en fait cette molécule qui est dans les bactéries et qui détoxifie ce qui avait été corrompu par la toxine. En fait, ça nous a permis de proposer pour la première fois que ces toxines pouvaient avoir des mécanismes de détoxification ou des partenaires de détoxification qui étaient indépendants des antitoxines. Quelque chose d'autre, comme une sécurité dans les bactéries supplémentaire. Et ce qu'on a pu aussi voir, c'est qu'en fait, la balance d'activité entre l'intoxication des toxines et la détoxification par ce partenaire détoxifiant est important pour contrôler le niveau de persistance dans une population. Donc, quand Salmonelle rentre dans le macrophage, les antitoxines, TAC-ACE, sont dégradées. Ça libère les toxines TAC-T qui sont actives, et à ce moment-là, on pense que l'activité de ces toxines est plus forte que l'activité de PTH. Donc, il y a de l'intoxication, la traduction est corrompue, les bactéries arrêtent de pousser, le niveau de persistance dans la population est haut. Par contre, à un moment, il doit y avoir un switch, un changement. Et si vous me demandez qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement, je vais être obligée de vous dire qu'on ne sait pas. On a des hypothèses, mais on n'a pas de réponse définitive. Et on pense que l'activité de PTH
est en excès par rapport à l'activité de la toxine, et cette fois-ci on a plus de détoxification que d'intoxication. Les bactéries peuvent reprendre la synthèse protéique, l'antitoxine peut être faite, les toxines neutralisées, et le niveau de persistance diminue dans la population. En tout cas, on sait que la balance d'activité entre la toxine et la détoxification est importante pour contrôler le niveau de persistance dans la population. Donc je vous ai montré des exemples de réponses aux 2 premières questions. Et maintenant, on va passer le reste du temps qu'on a à regarder une question qui nous a vraiment perturbés pendant longtemps, qui est de savoir comment ces bactéries qui ne poussent pas réussissent à survivre dans un environnement aussi hostile qu'un macrophage potent, un macrophage qui sait tuer des bactéries, alors même qu'elles ne poussent pas et alors que ces bactéries sont censées être dormantes. Donc elles ne sont censées rien faire. Et ces bactéries, on les a vues survivre dans les macrophages des rats, des souris par exemple, pendant des jours et des jours et des jours. On sait que ce n'est pas juste très furtif comme capacité de survivre dans l'autre. Et ça nous a perturbés parce que quand j'ai commencé à réfléchir à salmonelle et quand on m'a entraîné à réfléchir à salmonelle, à l'interaction entre salmonelle et les macrophages, j'avais dans l'idée qu'il y avait 2 possibilités pour salmonelle. C'était dans l'interaction entre salmonelle et le macrophage, ou bien salmonelle perdait la bataille et le macrophage tuait la bactérie, ou bien salmonelle gagnait la bataille et elle se multipliait alors énormément. Et que la façon de gagner la bataille, c'était pour les bactéries de réussir à se multiplier bien plus vite que l'autre n'arrivait à les tuer. Et que c'était cette course, il fallait s'engager dans cette course avec l'autre, se multiplier plus vite que l'autre n'arrivait à vous tuer. Et là, on a une situation complètement différente, où on a une bactérie qui ne pousse pas et qui survit pendant des jours dans cette condition. Donc ça veut dire que cette bactérie ne rentre pas du tout dans une course avec l'autre, elle ne pousse pas. Et étant un persisteur, elle est censée rien faire. Elle est censée être métaboliquement inactive et ne rien pouvoir faire. Donc la meilleure hypothèse qu'on avait à ce moment-là était que ces bactéries évitaient la détection par l'hôte. L'hôte, ne sachant pas qu'il est infecté par un pathogène, n'essaye pas de s'en débarrasser. C'est comme ça que la bactérie peut survivre. Et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe pour salmonelle. Et c'est là que je vous remonte cette diapo que je vous ai montrée au tout début. Je vous ai dit, dans ces bactéries qui ne poussent pas dans les macrophages, on en a 2 catégories. On a celles qui sont complètement dormantes, comme les persisters qui ont été décrits in vitro, des bactéries qui ne sont pas métaboliquement actives, qui ne produisent rien. Mais on en a beaucoup qui ont gardé une activité. Et ça, c'était différent de ce que les autres avaient décrit in vitro, mais c'était pas... Oui, et c'est de ces bactéries qui ont gardé une activité qu'on trouvait les persisters qui réussissaient, c'est-à-dire ceux qu'on voyait repousser. En fait, quand on a vu ça, ce que j'ai vraiment vu, c'est que les premières bactéries persisters qui recommençaient à pousser étaient celles qui avaient gardé une activité. Je ne savais pas à ce moment-là si les bactéries complètement dormantes, si je leur donnais plus de temps, allaient être capables de repousser un peu plus tard. C'est une observation qui était en contradiction avec ce que les gens ont observé pour les persisters in vitro, mais pas en contradiction avec ce que d'autres gens ont observé pour un pathogène intracellulaire important, qu'est Mycobacterium tuberculosis. Julia Manina, dans le labo de John McKinney, avait aussi observé la présence de ces bactéries qui ne poussent pas, mais qui gardent une activité dans l'interaction avec le macrophage. Et donc on s'est dit que la maintenance de cette activité pour ces bactéries qui ne poussent pas dans le macrophage, que ce soit pour Salmonelle ou Mycobacterium, était probablement important. Donc on a voulu revisiter un petit peu cette question du persisters qui survit, de celui qui arrive à repousser. Est-ce que c'est toujours systématiquement à partir des bactéries qui ne poussent pas, mais qui gardent une activité ? Ou est-ce que si on leur donnait plus de temps, celles qui sont complètement dormantes pourraient y arriver aussi à un moment? Et donc on a réussi à faire ça parce qu'on a acheté un cell sorter et donc on a réussi à trier ces différentes populations de bactéries qui ne poussent pas. Et maintenant le code couleur va changer un petit peu pour le reste de la présentation jusqu'à la fin. Bactérie rouge veut dire bactérie qui ne pousse pas mais qui est inactive, dormante. Bactérie jaune veut dire bactérie qui ne pousse pas mais qui est active. Et je la représente en jaune parce que la façon dont on teste qu'elle est toujours active, c'est qu'on lui demande gentiment de produire une protéine fluorescente verte en réponse à un signal. Et c'est comme ça qu'on teste que cette bactérie est toujours active et peut répondre au signal. Donc bactérie qui ne pousse pas mais qui est inactive, bactérie qui ne pousse pas mais qui est active. Et donc on a trié ces différentes populations de macrophages, on a sorti les bactéries de ces différentes populations de macrophages, on les a mis sur boîte et on les a laissées dans les incubateurs pendant des jours et des jours pour leur laisser tout le temps dont elles pourraient avoir besoin pour repousser. Et quand on regarde ce qui repousse, vous voyez qu'en fait, ce qui repousse vient toujours des bactéries qui ne poussent pas mais qui ont gardé une activité. Et on ne voit virtuellement jamais celles qui sont complètement dormantes repousser après avoir passé 24 heures dans un macrophage en présence d'antibiotiques. Et ça nous dit que cette activité a l'air essentielle pour la survie de ces persisters. Toutefois, c'est vraiment différent
du peut-être le consensus qu'il y a dans le domaine des persisters, qui est que les persisters sont dormants. Et le consensus est tellement fort, on était à une conférence sur la persistance, la première conférence sur les persisters qui a eu lieu cet été en Suisse, et on nous dit non, mais les persisters c'est dormant. La meilleure preuve qu'un persisteur c'est dormant, c'est que la meilleure façon de faire des persisters, c'est de rendre les bactéries dormantes. Si vous traitez des bactéries avec du chloramphénicol, un antibiotique qui va bloquer la traduction, la synthèse protéique, vous forcez les bactéries dans un état de dormance. Ces bactéries dormantes sont de magnifiques persisters, ils survivent ensuite magnifiquement bien aux drogues bactéricides. Donc on a fait la même chose, on a fait ce qu'ils nous ont dit, on a pris salmonelle, on l'a traité avec du chloramphénicol, donc les bactéries là ne meurent pas mais elles deviennent dormantes, elles ne font rien, elles ne peuvent pas produire de protéines. Et ces bactéries, ensuite on les traite avec des antibiotiques bactéricides, des pénicillines. Et effectivement, comme ce que nous avaient prédit nos collègues qui travaillent sur la persistance, ça fait des superbes persisters. Ça fait des bactéries qui survivent extrêmement bien aux antibiotiques bactéricides. Forcer la dormance chez des bactéries forme de très bons persisters, in vitro. Mais quand on a ajouté un macrophage dans l'équation, et quand à ce moment-là on regarde la survie de ces bactéries dormantes et aux antibiotiques et à l'hôte, la combinaison des deux, là vous voyez que ces bactéries dormantes ne survivent pas. Et en fait, l'essentiel des travaux jusqu'à présent, je vous l'ai dit, sur les persisters a été fait sur la capacité de ces bactéries à survivre aux antibiotiques, mais la capacité essentielle de survivre à l'hôte en même temps a été largement ignorée. Et en fait, quand on regarde les deux, on s'aperçoit qu'être juste dormant ne suffit pas, puisque ces persisters-là ne peuvent pas survivre à l'hôte. Donc la maintenance de cette activité chez ces bactéries qui ne poussent pas, en tout cas pour salmonelle dans les macrophages, mais probablement pour Mycobacterium tuberculosis dans les macrophages, est vraiment importante pour leur survie. Donc qu'est-ce que c'est? À quoi elles utilisent leur activité? Il est possible qu'elles aient besoin de cette activité pour réparer leur ADN, par exemple. Et on sait que c'est important. Dans cet environnement, le macrophage va produire des reactive oxygen species qui vont causer des dommages à l'ADN de ces bactéries. Ces bactéries doivent réparer l'ADN. Mais quand on travaille sur salmonelle et sur l'interaction entre salmonelle et les cellules hôtes, et notamment avec les macrophages, il y a quelque chose qu'on ne peut pas ignorer non plus, c'est ce système de sécrétion de type 3 dont on vous a parlé plusieurs fois, Philippe et moi aujourd'hui, qui s'appelle SPY2, que les bactéries utilisent pour injecter dans l'hôte des molécules effecteurs pour changer l'hôte et changer sa réponse à l'infection. Et on ne connaît pas bien la fonction de la plupart de ces effecteurs, mais pour ceux qu'on connaît, on sait qu'ils permettent aux bactéries d'éviter d'être dégradées dans les lysosomes. On sait qu'ils permettent aussi aux bactéries, par exemple, de bloquer la réponse innée de l'hôte en bloquant l'activation de NF-κB. On sait que les salmonelles qui poussent et qui utilisent SPY2 sont capables de faire ça. On s'est demandé si nos persisters, dont on savait maintenant qu'elles maintenaient une activité, étaient capables de maintenir suffisamment d'activité pour en fait être capables de faire ça et d'exprimer SPY2. Il y a quand même un grand pas à faire, un grand saut à faire entre un persisters qui est censé être complètement dormant, un persisters qui maintient une activité et un persisters qui maintient suffisamment d'activité pour aller injecter des effecteurs chez l'hôte. On s'est quand même posé la question et c'est ce qu'on a regardé. Et pour répondre à cette question, la première expérience qu'on a fait, c'est d'utiliser des fusions transcriptionnelles où on a fusionné une version instable de la GFP avec un promoteur SPY2, un promoteur fort SPY2. Et on a suivi l'activité de ce promoteur dans les bactéries qui ne poussent pas, dans les macrophages en présence d'antibiotiques. Et vous pouvez voir, ça c'est l'activité de ce promoteur, que quand les bactéries rentrent dans les macrophages, à partir de 8 heures et après, il y a une population de ces bactéries qui ne poussent pas, qui ont cette activité de ce promoteur SPY2. Et il y a aussi une proportion de ces bactéries qui ne poussent pas, qui n'ont pas d'activité SPY2, ce sont les bactéries qui ne poussent pas et qui sont complètement dormantes dont je vous ai parlé. Donc elles ont une activité du promoteur SPY2, ça ne veut pas dire qu'elles sont capables de faire les effecteurs et les injecter dans l'hôte, et c'est ce qu'on a voulu regarder directement. On ne peut pas le faire par microscopie, ce qu'on fait habituellement par microscopie, parce que cette fois-ci la question qu'on a, c'est est-ce qu'une bactérie dans une cellule hôte arrive à injecter des effecteurs? Et c'est vraiment au-delà des limites de ce qu'on peut détecter avec un microscope. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé encore notre cell sorter et on a trié ces différentes populations de macrophages. On a trié 200 000 macrophages qui contiennent tous 10 à 20 bactéries qui se multiplient, 200 000 macrophages qui contiennent tous uniquement une bactérie qui ne se divise pas, et 200 000 macrophages qui sont les voisins de ceux-ci mais qui, eux, ne contiennent pas de bactéries.
Et on a traqué la présence d'un effecteur. Ici, on a regardé SSIL, mais on l'a regardé pour plusieurs effecteurs, et ça marche de la même façon pour tous ceux qu'on a regardés. Quand on a eu ces différentes sous-populations de macrophages, on les a séparées. D'un côté, le culobactérien, et de l'autre côté, le cytoplasme de l'hôte. Et quand on regarde dans le culobactérien, on voit que dans les bactéries qui poussent, les growers, on a effectivement, elles produisent cet effecteur, c'est notre contrôle positif. Les macrophages qui s'appellent les bystanders, qui ne contiennent pas de bactéries, bien sûr, il n'y a pas de signal chez eux. Et les bactéries qui ne poussent pas, les non-growers, vous pouvez voir qu'elles ont aussi produit cet effecteur. Elles arrivent à le faire. Ici, on a un contrôle qui s'appelle SSAV. C'est un mutant qui arrive à faire tous les effecteurs, mais qui n'arrive pas à faire le système de sécrétion. N'arrive pas à associer le système de sécrétion, donc il ne peut pas injecter ces effecteurs dans l'hôte. Et c'est important quand on se met à regarder la présence de cet effecteur dans le cytosol de l'hôte. Et vous voyez que cet effecteur, ce mutant, qui pouvait faire beaucoup d'effecteurs, mais qui ne peut pas les injecter, n'a effectivement rien injecté. Ça nous dit que tout ce qu'on détecte dans le cytosol du macrophage, ça a vraiment été activement injecté par les bactéries. Vous voyez que les bactéries qui poussent ont réussi à injecter l'effecteur, et que les bactéries qui ne poussent pas ont aussi injecté l'effecteur. Vous pouvez voir aussi qu'il y a une grosse différence de quantité d'effecteurs produits et injectés. Et c'est là qu'il faut que je vous rappelle qu'on ne compare pas la même quantité de bactéries, mais on compare la même quantité de macrophages. Donc bien sûr, on a beaucoup moins de bactéries ici que de bactéries ici. Et donc ça nous dit oui, nos bactéries qui ne poussent pas dans le macrophage, nos persisters, sont capables de faire des effecteurs du système de sécrétion de type 3 et sont capables de les injecter. Et donc ça nous amène à revisiter le modèle qu'on avait proposé il y a quelques années et que je vous ai présenté plus tôt, qui impliquait, sans qu'on ait vraiment eu l'intention d'impliquer ça, mais ça impliquait que où les bactéries rentraient dans leur réponse au stress, utilisaient les toxines, antitoxines, devenaient dormantes et ne poussaient pas, ou elles utilisaient ce système de sécrétion de type 2 et elles se mettaient à se multiplier. Et maintenant, il faut qu'on modifie ça parce qu'on sait qu'en fait, ces bactéries qui ne se multiplient pas sont aussi capables d'utiliser ce système de sécrétion de type 3 dans l'hôte. Et donc ça nous dit deux choses importantes, je pense. La première qui est que ce que font ces systèmes toxines-antitoxines, c'est beaucoup plus subtil que ce que fait le chloramphénicol, par exemple, quand on rend ces bactéries dormantes. Ce n'est pas bon pour Salmonelle de devenir complètement dormant. Elles sont plus subtiles, elles arrêtent la croissance, mais l'activité de SPY2 peut quand même être faite. Et la deuxième chose importante que ça nous dit, c'est que ces persisters, puisqu'elles sont capables de monter ce système de sécrétion de type 3 et d'injecter des effecteurs, ça lève l'hypothèse que ces bactéries sont capables de manipuler l'hôte. Et donc ça, c'est la question qu'on a voulu aborder ensuite. Et pour répondre à cette question, pour savoir si ces bactéries qui faisaient, ces persisters qui faisaient du système de sécrétion de type 3, si elles en faisaient suffisamment pour manipuler l'hôte, on s'est associé avec le groupe de Jörg Vogel en Allemagne, à Würzburg, avec son ancien étudiant en thèse, Alexander Westermann, parce que tous les deux sont les pionniers de ce qu'on appelle le dual RNA-seq. Donc c'est décrire le programme transcriptionnel à la fois de l'hôte et de la bactérie en même temps. Et donc on a utilisé leur technique avec eux pour comprendre l'interaction de ces persisters de salmonelle avec l'hôte. Et là, ça marche de la façon suivante. On utilise toujours notre cell sorter et on trie ces différentes sous-populations de macrophages. On trie 100 000 macrophages qui contiennent tous que des bactéries qui poussent, 100 000 macrophages qui contiennent tous un persister chacun, 100 000 macrophages qui sont les voisins, qui ont été exposés aux bactéries mais qui n'en ont pas phagocyté, 100 000 macrophages qui ont phagocyté des bactéries mais qui les ont tuées. Vous vous souvenez, je vous ai dit, une partie importante de ces bactéries qui est tuée par les macrophages. On a aussi accès à cette population. Et 100 000 macrophages qui sont complètement naïfs, on ne les a jamais exposés aux bactéries, c'est notre contrôle. Et quand on a fini de trier ces sous-populations, on extrait l'ARN total, que ce soit l'ARN des macrophages et l'ARN des bactéries en même temps. Et on n'essaye pas de les séparer physiquement, on les garde ensemble, l'ARN des deux côtés, de l'hôte et du pathogène en même temps. Et on séquence tout. Et une fois qu'on reçoit les séquences, on les attribue ou au génome de l'hôte ou au génome de la bactérie. C'est comme ça qu'on obtient nos résultats. Et ça, c'est pour vous montrer que ça a marché de la façon dont on espérait que ça marcherait. Quand on a un contrôle où on a seulement des bactéries dans l'échantillon, toutes les séquences qu'on obtient d'ARN, on peut les attribuer à la bactérie. Quand on a seulement de l'hôte dans les fractions, par exemple les macrophages naïfs ou les macrophages voisins des macrophages infectés, toutes les séquences qu'on obtient, on peut les attribuer au génome de l'hôte. Et quand on a une population mixte, où on a des macrophages infectés,
vous voyez que la quantité de séquences qu'on peut attribuer aux bactéries est proportionnelle à la quantité de bactéries qu'on a par macrophage. D'accord ? Et ça, ce qu'on arrive à obtenir ici, pour ces macrophages qui ne contiennent seulement un persisteur chacun, ce qu'on arrive à obtenir ici pour les bactéries, c'est suffisant pour couvrir entièrement tout le transcriptome de salmonelle. Et donc on obtient des informations très importantes des deux côtés, de l'hôte et du pathogène. Et donc on a regardé le transcriptome, d'abord de l'hôte, et on compare. Ça, c'est une façon de comparer, ça s'appelle un PCA plot. On compare la différence des transcriptomes de ces différentes sous-populations de macrophages. Et vous voyez très clairement qu'il y a un type de macrophage différent des autres, ce sont les bleus foncés, ce sont les macrophages naïfs, ceux qui n'ont jamais été exposés aux bactéries. Ce sont des macrophages que, comme ils n'ont jamais été exposés aux bactéries, ils n'ont jamais été activés, ils ne répondent à rien. Tous les macrophages, tous les autres macrophages ont senti des composants bactériens, essentiellement le LPS de ces bactéries. Ils ont tous répondu et c'est pour ça qu'ils sont tous plus proches les uns des autres que les macrophages naïfs. Par contre, ces macrophages qui ont été exposés à la bactérie, eux-mêmes se séparent en deux groupes. Il y a le groupe des macrophages qui contiennent des bactéries vivantes, celles qui poussent ou celles qui ne poussent pas. Irrespectivement de l'état de croissance des bactéries, ces macrophages sont ensemble. Et ils sont différents des macrophages qui ne contiennent pas de bactéries vivantes, ou bien parce qu'ils n'en ont pas phagocyté, ou bien parce qu'ils les ont tuées. Et donc on a vraiment ces deux groupes différents, et vous allez voir plus tard pourquoi. Ensuite, on a regardé les transcriptomes des bactéries, le programme génétique de ces bactéries et ce qu'elles exprimaient. On espérait un petit peu trouver des gènes magiques de persistance chez ces bactéries qui ne poussent pas, qui expliqueraient pourquoi elles sont différentes de celles qui poussent. Et en fait, il s'avère que le transcriptome des bactéries qui ne poussent pas et des bactéries qui poussent sont vraiment similaires. Et ça, c'est juste un exemple qui est complètement en accord avec ce que je vous ai montré plus tôt. Ces bactéries qui ne poussent pas, les rouges, sont tout à fait capables d'exprimer tous les gènes dont elles ont besoin pour faire ce système de sécrétion de type 3 et tous les gènes dont elles ont besoin pour faire ces effecteurs du système de sécrétion de type 3. Comme je vous ai montré, elles expriment ces gènes et elles utilisent ce système de sécrétion. Mais ce qui est vraiment intéressant quand on fait ce qu'on appelle du dual RNA-seq et qu'on obtient vraiment le transcriptome des deux en même temps, l'hôte et le pathogène en même temps, on peut utiliser ça pour faire des analyses de corrélation. C'est-à-dire qu'on peut regarder, dans notre cas, on était intéressé par l'utilisation de SPY2 par les bactéries. À quoi ces bactéries qui ne poussent pas utilisent SPY2 ? Et donc ce qu'on peut faire, c'est regarder dans nos différentes sous-populations de macrophages, ils ont tous différents niveaux d'expression de SPY2. Parce que les macrophages qui contiennent 20 bactéries vont avoir expérimenté beaucoup d'expression de SPY2 par les bactéries, puisqu'ils ont tous 20 bactéries à l'intérieur qui expriment SPY2. Les macrophages qui ne contiennent pas de bactéries vont avoir expérimenté aucun niveau d'expression de SPY2. Et les macrophages qui contiennent des persisteurs vont avoir expérimenté un niveau d'expression de SPY2 intermédiaire. Et donc on a tout ce gradient d'expression de SPY2 du côté bactérien, et on peut regarder, suivant ce gradient d'expression de SPY2 du côté bactérien, ce qui change au niveau de l'hôte. On peut regarder, autrement dit, plus il y a de SPY2 exprimé par les bactéries, qu'est-ce qui est très exprimé par l'autre ou très réprimé par l'autre. Et ça s'appelle une analyse de corrélation. Et c'est en ça que le dual RNA-seq est vraiment important. On peut voir ce qui change des deux côtés à la fois. Et ça nous a permis d'observer qu'il y avait une très forte corrélation positive entre l'expression de SPY2 par les bactéries et l'expression des gènes M2 par l'autre. Je vais vous dire dans la prochaine diapo ce que sont les gènes M2. Et une corrélation négative très forte entre l'expression de SPY2 par les bactéries et l'expression des gènes M1 par l'autre. Et ça veut dire que plus les bactéries font SPY2, plus l'hôte répond en faisant de M2, et plus les bactéries font de SPY2, moins l'hôte exprime M1. Et donc M1 et M2 sont des termes qui définissent le statut d'activation de ces macrophages. Quand un macrophage sent un composant bactérien, par exemple le LPS, il répond, il devient activé, ça devient un macrophage pro-inflammatoire, il est prêt à tuer les bactéries dans ce cas, ça devient un macrophage M1. Donc pro-inflammatoire, prêt à tuer, un macrophage activé. Mais les macrophages peuvent aussi être M2, ce sont des macrophages qui sont anti-inflammatoires, ils sont permissifs, ils ne tuent pas les pathogènes. Et ces macrophages, typiquement, ne sont pas importants pendant l'infection, mais ils viennent après. Ils viennent, par exemple, pour réparer une plaie ou des dommages créés par l'infection, après l'infection. Et il y avait une association déjà décrite dans la littérature entre salmonelle et les macrophages M2. On sait que quand salmonelle arrive dans les macrophages,
Les macrophages deviennent M1 parce qu'ils détectent le LPS de salmonelle, ils deviennent actifs, ils sont prêts à tuer salmonelle. Ceci dit, dans des modèles murins, de longues infections par salmonelle des souris, quand salmonelle est retrouvée au long terme dans les souris, les bactéries ont tendance à être retrouvées dans des macrophages qui ressemblent à un statut M2. Et de ça, les gens avaient conclu que parfois salmonelle a de la chance et au lieu d'atterrir dans un macrophage M1 qui va vraiment essayer de les tuer, elles peuvent parfois peut-être atterrir dans un subset de macrophages M2 et que là, ça permettrait aux bactéries de survivre plus longtemps au long cours. Mais comme on a cette forte corrélation entre l'expression de ce système de sécrétion de type 3 et de ses effecteurs par les bactéries et l'expression de ces gènes M2 par l'autre, ça nous a fait penser que peut-être, parfois salmonelle avait de la chance et atterrissait dans des macrophages M2, mais en fait utiliser ces effecteurs pour transformer un macrophage M1 prêt à les tuer en macrophage permissif M2. Et donc on va revenir sur ça dans 2 diapos. D'abord, on va s'intéresser à cette corrélation négative entre SPY2 par les bactéries et M1 chez l'hôte. Autrement dit, plus les bactéries expriment SPY2, moins l'hôte exprime M1. Et je vous ai dit en introduction à un moment, on sait que ces bactéries utilisent ces effecteurs pour bloquer la réponse innée de l'hôte, pour par exemple éteindre NF-kappa B. Donc ça, c'était quelque chose d'un petit peu moins surprenant pour nous, que les bactéries puissent utiliser leurs effecteurs SPY2 pour désarmer l'hôte, en fait, pour éteindre la pro-inflammation de l'hôte. Ce qu'on voulait vraiment savoir, c'est si nos bactéries persisteurs étaient capables de faire ça. Et donc c'est ce qu'on a regardé en se focalisant sur les non-growers qui sont actives, celles qui peuvent utiliser SPY2, et on a regardé les niveaux d'expression de ces gènes M1 chez l'hôte. Et vous voyez que des macrophages qui contiennent ces bactéries qui ne poussent pas mais qui sont actives expriment moins ces gènes M1. Et ça, c'est complètement dépendant du système de sécrétion de type 3, puisque si on prend un mutant qui ne peut pas injecter d'effecteurs, cette manipulation de l'hôte n'apparaît pas. Et donc on sait que nos salmonelles qui ne poussent pas nos persisters utilisent SPY2 pour éteindre la réponse de l'autre et pour éteindre la pro-inflammation de l'autre. Et donc ensuite on s'est concentré sur ça. Est-ce que salmonelle peut aussi utiliser SPY2 pour rendre les macrophages M2 anti-inflammatoires et permissifs? Et c'est ce qu'on a fait d'abord pour ces bactéries persistantes. Ça, ce sont des marqueurs M2. Vous voyez que quand les macrophages contiennent ces bactéries, ils expriment plus ces marqueurs M2. Et encore une fois, c'est complètement dépendant du système de sécrétion de type 3. Et de là, on conclut que ces bactéries qui ne poussent pas utilisent ce système de sécrétion de type 3 pour pousser l'hôte à devenir un macrophage M2. Là, on regarde juste les niveaux d'expression, la quantité d'ARN messager chez l'hôte. On voulait savoir si vraiment c'était quelque chose, un phénotype qu'on pouvait mesurer. Et donc, on a mesuré la présence de ces marqueurs M2, le statut M2 de ces macrophages, qu'ils contiennent des bactéries qui ne poussent pas ou qu'ils contiennent des bactéries qui poussent. Et donc, ces bactéries vraiment utilisent le système de sécrétion de type 3 pour pousser le macrophage dans cet état permissif M2. Et je vais juste passer très vite là-dessus, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la souris. Dans les macrophages de rats des souris, on voit salmonelle transformer les macrophages qui étaient prêts à répondre à l'affection, qui étaient M1, qui étaient pro-inflammatoires, et les transforme en macrophages de type M2, qui sont des macrophages permissifs. Et donc on a compris un peu mieux ce que faisaient les persisters pour survivre, pardon, ils ne poussent pas. Ces bactéries gardent une activité, elles utilisent cette activité pour faire ce système de sécrétion SPY2, et ça leur permet de manipuler l'hôte. Est-ce que cette manipulation de l'hôte est suffisante pour promouvoir leur survie? Est-ce que c'est ça qu'elles utilisent pour promouvoir leur survie? La réponse est oui, puisque ça c'est la survie au long terme d'un persisteur sauvage de salmonelle. Et si on empêche ces persisteurs de sécréter ces effecteurs de type 3, vous voyez que leur survie est affectée, et c'est quelque chose qu'on peut complémenter. Et quand on a compris un peu mieux ce que faisaient les persisters, en route, on a compris un petit peu, on a trouvé une autre fonction à ce système de sécrétion de type 3 SPY2 qui non seulement désarme l'autre en éteignant M1, mais aussi augmente sa permissiveness en poussant M2. Et donc ce qu'on a proposé récemment, c'est qu'il y a 3 issues possibles dans l'interaction entre salmonelle et le macrophage. Il y a les salmonelles qui poussent, qui dans les macrophages vont bien sûr utiliser leur système de sécrétion de type 3 pour manipuler le macrophage. Elles vont éteindre la pro-inflammation de l'hôte, elles vont allumer la permissiveness de l'hôte, ce qu'on appelle M2. Ça va rendre l'hôte extrêmement favorable. Ces bactéries sont absolument épanouies dans ces macrophages. Ceci dit, comme elles poussent, si là on traite aux antibiotiques, elles ont
la capacité de survivre à l'autre, mais elles sont tuées par les antibiotiques. Ensuite, vous avez les bactéries qui ne poussent pas. Et celles qui sont complètement dormantes, celles qui sont comme les persisters qui ont été décrits in vitro, par exemple si elles ont peut-être poussé leur toxine, antitoxine un peu trop loin, celles qui sont complètement dormantes ne peuvent pas utiliser le système de sécrétion de type 3, elles ne peuvent pas manipuler l'hôte. Elles peuvent parfaitement survivre aux antibiotiques, mais elles ne peuvent pas survivre à l'hôte. Et finalement, la combinaison magique pour ces persisters, c'est de ne pas pousser. De cette façon, elles peuvent survivre aux antibiotiques, mais de maintenir suffisamment d'activité pour pouvoir manipuler l'hôte, changer la réponse de l'hôte à l'infection. Et dans ces conditions, les bactéries peuvent survivre à la fois à l'hôte et aux antibiotiques. Et donc, on a compris un petit peu mieux ce qu'il fallait pour être un persisteur qui survit, pour salmonelle, qui survit dans ces macrophages. Ce n'est pas de se cacher et de rester non détecté, mais c'est de manipuler l'hôte et pour pouvoir survivre à la réponse que l'hôte sinon montrerait contre ces bactéries. Il y a une question extrêmement importante, et je ne peux pas la laisser sans vous en parler un petit peu, qui est qu'on ne sait pas encore, je ne peux pas encore vous dire que ces persisters sont la raison principale de la persistance de ces infections bactériennes. Il y a une question d'accessibilité de la drogue, il y a des tas de questions de facteurs qui peuvent encore expliquer pourquoi les infections sont persistantes et récalcitrantes aux antibiotiques, mais on sait que ces persisters sont présents pendant l'infection. Et en fait, s'ils sont importants, ce que je voudrais dire, c'est qu'ils sont probablement plus importants que ce qu'on a pensé jusque-là, puisque jusqu'à présent, on considérait que ces persisters, la plus grande menace qu'ils posaient, c'était d'être là comme des bombes à retardement qui étaient juste dormantes et qui à un moment allaient se réveiller. Et donc la plus grosse crainte, c'était qu'ils mènent à une récidive de l'infection. Et maintenant, ce qu'on sait en fait, c'est que ces bactéries ne sont pas complètement dormantes. Et pendant le traitement antibiotique, elles désarment l'hôte, elles éteignent la réponse immunitaire de l'hôte. Et ça, maintenant, il va falloir qu'on travaille pour comprendre si ça a vraiment des conséquences. Ça peut avoir des conséquences pour la vulnérabilité de l'hôte, la susceptibilité de l'hôte, pour la future récidive de l'infection, voire une infection par un nouveau pathogène. J'ai fini la présentation. Je voudrais remercier les gens qui ont vraiment permis et contribué au travail que je vous ai présenté aujourd'hui. Ça, c'est mon labo à l'Impérial. On a l'équipe bleue, qui sont les gens qui travaillent sur les toxines, la première partie de la présentation que je vous ai montrée. Et on a l'équipe orange, qui sont les personnes qui ont fait le travail sur les persisters. Ces deux projets, ces deux équipes sont vraiment appuyés par des collaborations extrêmement importantes pour nous. Tous les gens qui travaillent sur les toxines dans le laboratoire sont épaulés par une chouette collaboration avec Steve Hanner, qui est un structural biologist et qui nous a appris tout ce qu'on sait sur la biologie structurale, et il en sait encore bien plus que nous, donc on continue vraiment de façon très contente à collaborer avec lui. Et l'équipe de Peter Hill et Daphne Staples, qui ont travaillé sur ces persisters et qui ont utilisé le dual RNA-seq, ont vraiment bénéficié de la collaboration avec le laboratoire de Jörg Vogel en Allemagne. Nous avons été généreusement financés, et donc on doit remercier les financeurs pour le soutien qu'ils nous ont apporté. Je voudrais vous remercier de m'avoir écouté pendant tout ce temps. Merci beaucoup.